Et salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien, c'est Will, ton fiscaliste préféré. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Éco Crypto. Chaque semaine, je partage avec vous les actualités des marchés financiers, que ce soit les marchés US, les marchés européens et les marchés crypto. J'espère que cette émission te plaît. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à l'atelier crypto. On fait du contenu pour essayer de vous aider dans l'écosystème crypto-monnaie, mais également dans les marchés financiers justement pour décrypter ce qui s'est passé toute la semaine. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Twitch tous les mercredis soirs à partir de 20h. Tu pourras sur les émissions de Twitch bien entendu nous poser toutes les questions que tu as en termes de crypto-monnaie, d'analyse financière. Alors viens nous voir. J'ai le plaisir les amis pour cette nouvelle vidéo de vous introduire 3 nouveaux partenaires de la chaîne que je vais vous présenter très rapidement. Le premier partenaire les amis c'est Bitpanda, un all-in-one que vous pouvez utiliser pour acheter des crypto-monnaies, des actions, des métaux précieux. C'est hyper intéressant pour justement avoir un produit qui vous permette d'acheter un peu ce que vous voulez avec des frais très réduits par rapport à des banques traditionnelles. Je vous invite à aller voir leur plateforme, il y aura des liens en description, n'hésitez pas à passer par les liens en description, justement ça peut aider la chaîne, donc je vous invite à le faire. Le deuxième acteur c'est bien entendu Trade Republic. Trade Republic en fait va vous permettre d'acheter des actions très facilement à des frais très réduits, 1 euro, donc n'hésitez pas à aller voir Trade Republic. Ça nous permet en fait d'avoir un produit all-in-one avec Bitpanda, vous pouvez acheter à la fois des cryptos, à la fois des actions. Trade Republic c'est beaucoup plus pour les actions. Et ensuite le troisième acteur c'est CoinHouse, bien entendu, la société française CoinHouse, la plateforme d'exchange qui vous permet d'acheter très facilement, d'avoir un plan d'investissement très facile sur le long terme pour acheter des crypto-monnaies. Je vous invite à aller voir, vraiment c'est un acteur où vous prenez pas forcément la tête à aller déclarer des comptes à l'étranger puisque tout est en France. Vous avez des livrets crypto qui peuvent aller jusqu'à 6% de rendement, vous avez 2% sur Bitcoin, 2% sur Ethereum et 4,5% sur de l'USDT, donc c'est hyper intéressant pour investir sur le long terme. Je vous encourage à aller voir ces différentes plateformes, je vous encourage également à aller passer par le lien. Et voilà les amis, je ne ferai pas plus long sur ces 3 acteurs, en tout cas vous les verrez toujours en description à partir de maintenant dans nos vidéos. Allez, on va passer tout de suite aux informations qu'il faut retenir pour cette semaine. En introduction, je vais vous dire, il y a plusieurs choses au sommaire. On va aller voir les marchés US parce qu'il s'est passé quand même des choses hyper intéressantes avec notamment une sorte de retournement, une réaction en tout cas sur des supports hyper importants. En Europe, on a eu la BCE qui a annoncé certaines décisions qui sont hyper importantes, vous allez voir. Et ensuite, sur le marché des cryptos, il y a eu un rebond qui était très positif et je vais vous donner tous les niveaux justement pour savoir quand est-ce que nous sommes dans un retournement durable et si nous tombons pas dans une récession mondiale qui pourrait faire chuter les crypto-monnaies. Allez, on passe tout de suite sur le marché US. Donc, marché US qu'il faut retenir, l'essentiel de cette semaine, ça a été le regain des valeurs notamment technologiques qui ont permis au marché de se relancer. Ça a été à peu près pareil sur le CAC 40 en Europe, vous allez voir après. Mais là aux US, il y a eu un regain là-dessus. On va aller voir le chart du S&P 500 et du Nasdaq ensuite. Pourquoi il y a eu ce regain? Parce que les investisseurs ont envie de retourner sur les marchés avec des capitaux risqués puisqu'ils ont envie de faire du rendement plus élevé que sur du rendement obligataire et tout simplement les investisseurs ont un petit peu moins et sont un petit peu moins frileux de l'inflation qui était en train de ralentir. Tous les indicateurs en tout cas nous le disent, notamment l'indicateur CPI, l'indice pour les consommateurs du prix de la consommation, qui est en train de nous dire tout simplement que les prix devraient diminuer. En tout cas, on anticipe ça. La semaine prochaine, on aura justement la possibilité d'avoir le nouveau rapport CPI, ce qui va nous permettre d'éclaircir si oui ou non, dans les faits, en pratique, l'inflation est bien en train de diminuer, notamment aux US. Donc voilà, ça va être un indicateur très phare la semaine prochaine. Les investisseurs se font à l'idée que la séance du 21 septembre sera une séance où la Fed, la Banque centrale américaine, va décider d'augmenter encore ses taux directeurs de 0,75 points. Donc ça, c'est ancré dans la tête de tout le monde. En tout cas, cette semaine, il y a eu un regain vraiment assez impressionnant, un rebond plus que technique, je pense. En tout cas, les investisseurs ont commencé à se positionner et ne voulaient pas lâcher certains supports. On va aller voir tout de suite ça sur le S&P 500. Voilà, je me situe sur le graphique, les amis, du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous commencez maintenant à savoir ce que c'est. Vous voyez qu'en fait, je vous avais dit sur Discord, en fait, que les niveaux des 3900 points sur le S&P 500 étaient un niveau à tenir et à ne surtout pas lâcher. Écoutez, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez cette trendline blanche qui générait en fait notre hausse depuis le 16 juin. C'était elle qui supportait la hausse. Vous voyez qu'on a fait une double touchette
lors du 1er septembre et du 2 septembre. Et ici, on a fait une mèche qui allait sous cette trendline, mais on est venu clôturer au niveau de la trendline, au niveau des 3908 points, ce qui était très important sur cette journée, puisque je vous avais dit, il faut absolument qu'on ne perde pas les niveaux des 3900. On est passé sous le niveau des 3900. À 3900, le marché a réagi et a voulu clôturer au-dessus des 3009. C'est ce qui s'est passé. Derrière, ça a envoyé un signal plutôt, on va dire, haussier aux investisseurs qui se sont dit, ok, le niveau des 3009, il n'y a pas que moi qui le défend, le marché le défend. À 3907, on n'est pas allé en dessous ensuite, on a une sorte de bougie très pleine en fait, avec très peu de mèches sous la bougie, avec un corps plein quasiment, donc ce qui montre un price action qui était plutôt haussier. On ne voulait pas lâcher ce niveau des 3009. Ça s'est confirmé sur les 2 journées d'après, et vous voyez que ce qui est très positif, et là je suis resté sur un chart assez épuré, j'ai la moyenne mobile à 50 jours en orange, la moyenne mobile à 100 jours en vert et la moyenne mobile à 200 jours en rouge. Vous voyez que contact de la moyenne mobile à 200 jours, on a chuté, c'est ce que je vous avais dit, attention, lorsqu'on chute sur le contact à la moyenne mobile 200, c'est jamais bon signe, donc je vous avais dit de prendre potentiellement, si vous vouliez, un trade en short sur le S&P 500, c'est ce que nous on avait fait sur la chaîne et sur le Discord, on vous l'avait annoncé. On avait pris un TP assez important à la MM50, quasiment 90% de nos TP à la MM50, c'est ce que je vous avais expliqué, et du coup le trade est fermé depuis, la trendline blanche ici. Je n'ai pas rouvert d'autres shorts. Je n'ai pas voulu jouer on va dire le feu avec ce qui était en train de se passer sur cette trendline. Bon, j'ai eu de la chance là-dessus, on est reparti. J'ai pas longue non plus sur la trendline, ce qui était tout à fait possible de faire. Voilà les amis, en tout cas, là on était passé sous la MM50, là on est en train de la reprendre. On reprend MM50 et MM100. C'est positif, généralement quand on reprend ces 2 moyennes à moyen terme, ça annonce quand même un retournement plutôt positif. Maintenant, il faut confirmer avec les 2 bougies d'après, et on verra ce qui va se passer quand on sera au contact de la MM200. Mais le S&P 500 est en train de repartir, ce qui est à peu près le même schéma sur le Nasdaq. Vous voyez que là, c'était les anciens charts où on avait pris, bien entendu, sur la hausse notre Tech Profit. Le Nasdaq, nous ne l'avions pas shorté. En l'occurrence, nous avions shorté que le S&P 500, mais c'est exactement pareil avec le Nasdaq, sauf que c'est des fois un peu plus difficile parce qu'il est plus volatile. Vous voyez que sur le Nasdaq, en fait, c'est les 100 plus grosses entreprises américaines en technologie. Vous voyez que là, elle est en train de se relancer, cet indice est en train de se relancer, exactement à l'image du S&P 500. Cependant, on a clôturé juste au-dessus de la MM100, la MM50 pardon, et au-dessus de la MM100, ce qui est plutôt positif, mais vous voyez qu'il y a une vigueur dans le Nasdaq qui est un peu moins importante. On va voir, en même temps il avait perdu beaucoup de momentum le Nasdaq, donc on va voir ce qui va se passer sur la semaine prochaine, mais il faut absolument qu'on conserve les niveaux là qu'on a actuellement, parce que c'est des niveaux qui vont permettre à tous les autres marchés de se développer et de rassurer les investisseurs, notamment sur les marchés à capitaux risqués. Si on perd des moyennes mobiles comme 50-100, surtout 50, ça annonce généralement des retournements de situation et les investisseurs ont moins envie d'investir dans les capitaux risqués quand le S&P 500 se crache la gueule là-dessus. Donc vraiment des niveaux basiques mais très importants à surveiller. Si je repasse très rapidement sur le S&P 500, vous voyez que ce qui est positif aussi en Ishimoku, donc là j'ai enlevé les moyennes mobiles, c'est qu'on a repris Tenkan, on est sous la Kijun, la Kijun que vous avez en rouge, ici on a repris Tenkan en bleu, on est au-dessus du nuage d'Ishimoku. Vous voyez que le contact, je vous avais dit les 3009 était très important parce que c'était le bas du nuage et le nuage était très fin ici, il a quand même servi de support avec cette trendline très belle qui nous permettait de nous appuyer dessus également. On a vraiment utilisé le nuage d'Ishimoku à 3908 pour permettre en fait de relancer le marché. Maintenant, ce qu'il faut aller chercher en Ishimoku, c'est au-dessus de la Kijun, ça serait ultra positif, ça donnerait un signal haussier long terme à 4100. Et vous voyez qu'en Ishimoku, en weekly, donc en données hebdomadaire, on est sous Kijun, mais on a repris Tenkan, ce qui est positif. Il faut absolument que on commence la semaine bien au-dessus de la Tenkan, et puis il faudra qu'on essaie de pas rester trop sous la Kijun. Si vous savez qu'on reste trop sur la Kijun, sous la Kijun, généralement, ça plombe le marché. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur les marchés US. On passe tout de suite aux marchés européens. Donc les marchés européens nous ont fait, vous allez voir, une sorte de rebond technique, parce qu'ils ont été rassurés en fonction des marchés US principalement. Mais ce qui n'est pas bon en Europe, et je vais être tout à fait clair avec ça, c'est que actuellement la BCE a un temps de retard par rapport à la Fed.
et la Banque Centrale Européenne, BCE, est en train d'augmenter ses taux directeurs. Elle disait qu'elle allait pas l'augmenter, mais finalement, elle l'a augmenté. Sans surprise, elle a augmenté de 0,75 points cette semaine. Donc du coup, augmentation des taux directeurs, généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les emprunts seront plus chers, que l'argent va moins circuler, moins être créé, tout simplement. Et donc du coup, par exemple, ça va créer des problèmes même au niveau des États, puisque tout simplement, jusqu'à présent, la France ou les autres pays européens étaient en train d'emprunter à des taux négatifs et n'avaient pas besoin de rembourser des emprunts, des intérêts. Là, ils vont devoir rembourser des intérêts, ce qui va pouvoir potentiellement créer des dettes d'État trop importantes. Il va falloir faire très attention à ça. La BCE en interne aurait dit et aurait fait circuler, selon des rumeurs, elle n'aurait pas tout simplement peur de dire que nous sommes en récession. Elle assume apparemment que nous sommes potentiellement dans une récession dès la fin 2022. Donc ça, c'est pas très positif pour l'Europe, on va pas se mentir, mais quand on voit le problème de crise énergétique, le problème de la crise du gaz et de l'électricité, en ce moment, vraiment de l'énergie, du coût de l'énergie et du coût de la vie pour tous les Français et tous les Européens, on peut pas considérer que nous sommes dans une situation qui est très bullish, une situation rassurante en Europe. C'est une certitude, malheureusement. Donc du coup, le rebond qui est actuellement sur le CAC 40 est un rebond pour moi purement technique, dû au marché US notamment, mais je ne pense pas que les acteurs européens sur les marchés risqués vont être soutenus. Je pense même que les crypto-monnaies peuvent être plus soutenues que le marché européen. Finalement, les acteurs qui sont le plus soutenus en Europe actuellement, c'est les banques. C'est les banques, puisque leurs taux, les taux directeurs de la BCE augmentent, donc les banques vont pouvoir augmenter leur taux d'emprunt. Tout simplement, les banques sont les acteurs les plus soutenus actuellement en Europe. Donc je peux pas forcément être très rassurant sur l'Europe. C'est un fait. Ce qui peut soutenir le marché européen, c'est potentiellement la relance qui se passe aux US. Ça pourrait potentiellement relancer ce qui se passe du coup en Europe. Il y a un deuxième facteur qui pourrait permettre à l'Europe de se relancer, puisque je vous avais parlé du cas de la Chine, sur lequel on fait beaucoup d'exportations en Chine, notamment en matière de luxe. En Chine, l'inflation est en train de diminuer, de dégonfler un petit peu. En tout cas, c'est les dernières données qu'on a sur les marchés en Chine. Ce qui pourrait permettre un regain potentiel de la demande, tout simplement, du marché chinois envers les Européens et les acteurs comme LVMH ou de gros acteurs du luxe comme ça. Voilà, maintenant, et je sais pas du tout si vraiment le marché européen va être soutenu par les acteurs. Je ne pense pas forcément dans l'immédiat. Je pense que vraiment on est dans une phase attentiste sur le marché européen, plus que dans une phase de réaction. La réaction est vraiment due à des supports techniques et potentiellement les news qui se sont passées aux US. Voilà, maintenant, moi je pense que ça va être compliqué un petit peu en Europe. On va voir comment ça va se passer, notamment avec la guerre en Ukraine. Mais pour l'instant, des nouvelles qui ne sont pas forcément hyper rassurantes. On va aller voir très rapidement ce qui se passe sur le CAC 40. Voilà, dans données journalières, vous voyez que le CAC 40 a fait un rebond après avoir fait une sorte de petit marteau ici sur la bougie japonaise du 8 septembre. Vous voyez que là on reprend Tenkan sur le CAC 40, on est en train de reprendre le nuage, donc c'est plutôt techniquement, on va dire, des choses qui sont bonnes à prendre. Sur les moyennes mobiles, vous voyez qu'on est sous MM50, sous MM100. Bon, c'est ça qui me fait dire, globalement, après la chute sous MM200, vous voyez que c'est MM200, si on passe pas, c'est assez chirurgical. On a vu sur le S&P 500, on a vu sur le Nasdaq, là on voit sur le CAC 40, ça fait chuter. Il n'y a rien à espérer sur le CAC 40 tant qu'on n'est pas au-dessus de MM50, MM100, et je dirais même que le problème c'est que la technique elle vient après le fondamental et que le fondamental est mauvais actuellement. Donc voilà, tant que l'inflation n'est pas gérée, que le marché ne digère pas les taux et les hausses de taux directeurs, qui pour l'instant ce n'est qu'une première vague de hausse de taux directeurs, mais il y aura une deuxième vague sûrement, et potentiellement une troisième et une quatrième qu'on a vu en Amérique, je ne pense pas que le marché, le CAC 40 va se relancer comme ça aussi rapidement. Mais voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les marchés financiers. On va passer tout de suite au marché des cryptos. Et pour le marché des cryptos, ça sera Bitcoin, Ethereum, et l'altcoin du jour sera AAVE, qui est un altcoin très intéressant dont on a beaucoup parlé mercredi dernier dans l'atelier crypto sur Twitch. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le replay que je mettrai en ligne très prochainement sur la chaîne. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on commence par BTC, il y a quelques petites choses à dire. Et BTC qui nous a fait une bougie assez puissante, les amis, une bougie assez puissante sur la journée d'hier, du 9 septembre. Après une confiance qui a été accordée aux actifs risqués sur le S&P 500 et le Nasdaq, BTC vient nous faire une grosse hausse
sur ce 9 septembre. Alors sur le Discord, moi ce que je vous ai indiqué hier, c'est tout simplement attention, ne pas s'emballer sur cette hausse, les amis. Cette hausse intervient pourquoi? Parce que sur le S&P 500, c'est rassurant, les acteurs sont en train de se rassurer avec l'inflation, comme on a dit, tous les paramètres fondamentaux avant, mais il ne faut pas s'emballer sur les cryptos tant qu'on n'a pas atteint cet MM50 qui nous permettrait de nous annoncer un retournement durable. MM50 qui est à 22 000 $. Par contre, on a repris des niveaux qui étaient intéressants, les 20 500 dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. On est venu casser une trendline baissière qu'on avait depuis le 27 août. Ici, attention, on est sous une résistance qui date en fait de toute notre petite clôture là, des semaines du 21 au 27 août. Ici, toutes ces journées, on avait clôturé, vous vous rappelez, autour des 21 500. Ici, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, on a méché, mais le marché s'est fait rattraper. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, parce que on est dans une bougie qui fait un price action assez important. Vous voyez que là, ça veut dire que 19 300, ça sera un prix qui sera compliqué à redescendre potentiellement, parce que vous voyez la bougie qu'on a fait avec très peu de corps en dessous veut nous montrer qu'on a un price action haussier sur ces niveaux. Donc 19 300, le marché a dit non, on ne passera pas en dessous, on est en train d'activer une remontée. Par contre, vu toutes les news actuelles et l'attentisme certain de certains marchés, je pense que BTC doit, pour confirmer sa hausse, vraiment reprendre des niveaux comme les 22 000 $ qui sont des niveaux importants puisque c'est la moyenne mobile à 50 jours qui nous permettrait de nous dire ok, retournement moyen terme. Et ça, c'est un indicateur qui est regardé énormément par les institutionnels et les traders, même particuliers. Donc, il faut reprendre ces niveaux-là. J'ai tracé une nouvelle trendline qui nous montre en fait tout simplement que nous sommes en train actuellement de nous former une sorte d'énorme double bottom. On a fait notre montée en 5 temps ici et en train de faire notre ABC. Est-ce que notre ABC va nous ramener tout simplement à nos niveaux du 1 pour 1 ici sur notre descente? Non. Apparemment, on a pour l'instant réagi au-dessus du 1 pour 1. Voilà, on s'est arrêté sous les 0,786. C'était je vous avais dit, les 19 002, les 0,786, j'attendais pas grand chose dessus, du retracement de Fibo. Écoutez, pour l'instant, on s'arrête à 18 500. Moi, j'aurais un œil là-dessus, j'aurais un œil sur tout simplement, est-ce qu'on va traverser les 22 000 $, tenir les 20 700 à minima, c'était un support qu'on avait regardé anciennement qui était notre price action ici. Si on le perd, c'est vraiment pas très bon. Donc sur BTC, il faut passer 22 000, tenir 20 700 à minima. Perdre les 20 700, franchement, j'irai pas non plus longue BTC, les amis. Sur Ichimoku, qu'est-ce qu'on trouve? Tout simplement, on a repris Tenkan assez violemment. Là, on est sous résistance Kijun, qui nous joue des tours, cette Kijun. Ne pas rester trop longtemps sous cette Kijun, sinon, comme je vous ai dit, on va devoir aller chercher la liquidité ailleurs pour essayer de la passer plus fortement. Donc peut-être aux 20 700 notamment, qui est globalement un niveau, vous voyez, qui reprend l'aplatissement Tenkan ici, qui est à 20 700 à peu près, 20 703, là c'est 20 780. Donc bon, si là on n'arrive pas à passer cette Kijun, ce qu'il faut essayer de voir, c'est retracement à 20 780, 20 008, voilà, à peu près. Si on trouve pas de support ici, c'est pas bon, parce qu'on va devoir retracer. Si on est en dessous de ces deux supports, je pense que le marché aura du mal encore à s'en remettre, parce que ça sera un énième bottom qui sera fait, ça fera 3 bottoms qu'on fera. Est-ce que ça serait vraiment un double bottom? Je ne suis pas sûr, ça se trouve on ira plus bas. Par contre, les amis, les stats qui disent que les personnes qui disent qu'on va aller à 10 000, on va aller à 3 000, je n'y crois pas. On s'arrêtera à 13 800 ou à 12 000 à peu près. En tout cas, c'est ce que je vous ai tracé ici. Il n'y aura pas d'arrêt après, je ne pense pas du tout. Sauf crise exceptionnelle qu'on n'aurait jamais connue. Je ne pense pas que le marché crypto ira chercher ça. Donc finalement, si vous avez payé 17 500 comme on a payé sur la chaîne, il y en a beaucoup qui ont payé 17 000, 18 000. Il y en a beaucoup qui ont payé sur ETH sous les 1000, les 900 $. Je pense que quand bien même on irait à 14 000, faut pas trop se prendre la tête et se dire que à long terme ça remontera et que de toute façon vous êtes dans le train et si ça remonte à partir de maintenant, c'est plutôt positif. On va aller voir rapidement ETH, les amis. ETH,
ETH qui est sous résistance de la zone de rechargement qui est ici en violette, zone de rechargement des institutionnels qui est très regardée, voilà tout simplement. Donc vous voyez que cette zone nous avait servi plusieurs fois de support ici, on avait méché dessus, bon là on l'avait traversé parce qu'on avait les bonnes news du merge, ici vous voyez elle nous a servi de résistance et là on est sous résistance, sous cette zone de rechargement, dans le nuage d'Ishimoku, donc sous résistance Ishimoku. On a la Kijun par contre sur ETH, c'est un peu plus positif que Bitcoin. En même temps, il y a des news fondamentales qui sont très importantes avec le merge. Il y a beaucoup de gens qui spéculent sur ETH. On va voir ce qui va se passer avec The Merge. Est-ce que les gens vont vendre massivement les ETH ensuite? Honnêtement, je ne pense pas. Moi, je suis investisseur long terme sur ETH. Mon idée n'est pas d'acheter mon idée n'est pas d'acheter massivement des ETH là à l'instant T pour pouvoir les revendre tout de suite. Mon idée a été d'accumuler des ETH pendant des années et pendant toutes les phases d'accumulation que je vous avais présentées sur la chaîne. Ici, à chaque fois, notamment, j'ai beaucoup accumulé sur ces points. Voilà, ETH qui, tout simplement, sur la semaine, a été supporté par le nuage. Vous voyez ici, lors de la chute du 7 septembre, une journée très volatile le 7 septembre. Voilà, que vous dire de plus sur ETH? On va regarder les moyennes mobiles. Moyenne 50 qui a été repris, moyenne 100 qui nous a servi de support avec le nuage d'Ishimoku. Voilà, objectif MM200 qui se trouve à 2092 dollars. 2092, si on prenait les 2000 dollars sur ETH, on serait vraiment, je pense, très tranquille. À l'heure actuelle, on est un peu dans une phase attentiste, sous résistance à 1007. Attention, cette résistance pourrait nous faire descendre un petit peu, aller chercher de la liquidité à minima sur la MM50. Pas perdre la MM50, ça serait dommage de la perdre honnêtement sur ETH. Je ne pense pas que ça va le faire. Avec le merge qui arrive, potentiellement, cette résistance justement des 1720 de la zone de rechargement pourrait être éclatée assez facilement. On va voir ce qui va se passer. Vous voyez que le MACD commence à croiser bullish. Donc du coup, on a quand même un indicateur qui nous dit que on est en train de retrouver un petit peu de momentum sur les marchés. Bon, à voir. Vous voyez qu'en weekly, on est encore loin des objectifs long terme. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, on est sous la on est au-dessus de la MM200, donc ce qui est plutôt positif sur ETH en weekly. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ETH, on passe tout de suite sur AAVE. AAVE du coup, qui est en fait intéressant. Pourquoi? Parce que AAVE, tout simplement, ils sont en train de lancer leur stablecoin dollar. Il y a beaucoup de news sur AAVE, ils ont beaucoup de volume sur ETH, notamment en termes d'emprunt. Ils ont tellement eu de volume qu'ils ont fermé, notamment après un vote sur la gouvernance de AAVE, ils ont fermé la pool d'emprunt ETH. Voilà les amis, AVE qui est un actif très intéressant, on en parle souvent sur la chaîne. Il a cassé la trendline haussière lors des journées du 18 août. On est venu un peu se casser les dents. On a trouvé un support, alors moi j'avais tracé à 77 $, on a trouvé un support un peu au-dessus à 78. Pour l'instant on est dans une sorte de range qui tout simplement nous tient. On est sous MM50, c'est ce qui nous pose problème depuis un petit moment. Vous voyez que le 25 août on n'avait jamais arrivé à clôturer au-dessus, 26 août pas arrivé à clôturer au-dessus, et là on est en train de mécher à 3 reprises sur la MM50, donc c'est pas folichon. Il faut absolument qu'on passe cette MM50, qu'on nous crée du momentum, qu'on aille chercher notre MM100, MM200 pardon. La MM100 justement qui pourra nous faire un support en cas de perte de momentum là sous MM50. Pour l'instant, il faut pas chercher des trades court terme à AAVE. Je pense que ce qu'il faut chercher sur AAV, c'est tout simplement la recharge, l'accumulation. Vous voyez qu'on a beaucoup accumulé sur la chaîne de AAVE. On est très bullish sur cet actif avec Teslark, l'acolyte de l'atelier crypto. Et vous voyez qu'on a quand même perdu des gros pourcentages sur AAV. La grosse zone de rechargement ici, cette zone d'accumulation, on l'a toujours pas reprise. Donc vous êtes sous cette zone de rechargement, ce qui est très positif pour AAVE, enfin, qui est positif pour l'accumulation long terme, mais pas pour le momentum actuel. Donc, il y a des opportunités sur ces actifs. Je vous encourage vivement à aller les voir. Je pense qu'on est sur des niveaux qui sont toujours intéressants pour le long terme. Je ne dis pas par contre si, bien entendu, BTC, ETH recrash et les marchés recrash, que AAVE ne retombera pas à 45 $, comme il l'a fait précédemment, mais ce n'est que pour mieux repartir, les amis. Nous sommes dans le nuage, donc phase attentiste, donc c'est ce que je vous disais, phase attentiste, tant qu'on est sous résistance, on va pas faire grand chose. Vous voyez que la MM50 est quasiment en contact de la Kijun, donc je pense que si on passe à la MM50, on passera à la Kijun, ça devrait le faire. Ensuite, on aura les objectifs de sortir du nuage et tout simplement, on sera
sous MM200 et il faudra aller voir ce qui se passe au-dessus des $100 pour AVE. Voilà, pas grand chose d'autre à dire les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je repasse dans le plan pour que vous me voyez un peu mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Éco Crypto. En attendant, je vous laisse bien entendu liker cette vidéo, vous abonner à l'Atelier Crypto si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage vivement à nous suivre sur Twitch pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas non plus à lâcher en commentaire toutes vos questions, il n'y a aucun souci, on répondra dans la journée. Et puis, je vous dis tout simplement de regarder les prochains épisodes de l'Atelier Crypto, notamment la rediffusion Twitch qui devrait arriver sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi la FOMO Team. Excellent week-end, faites attention sur les marchés. Salut, salut!